Bonsoir. La ponctualité est notre seule qualité ici. Je vous propose qu'on démarre maintenant et puis que les retardataires nous rejoignent en continuant malgré tout de jouer à saute-mouton par-dessus les chaises. Bonsoir, vous êtes les bienvenus au musée du Barreau dont je suis le conservateur. Je suis le plus modéré des conservateurs, ou le plus progressiste si je puis me permettre. Avec mes deux invités, Anne-Sophie Martin et Dominique Simoneau, que je vous présenterai un tout petit peu plus tout à l'heure si vous ne les connaissez pas déjà, pour une audition contradictoire consacrée au dysfonctionnement de la justice, aux erreurs judiciaires, à deux, trois travers. La justice étant toujours une illusion, un concept, la réalité étant l'institution judiciaire. Ici, c'est le musée du Barreau de Paris qui vous accueille pour la dernière fois pour une audition contradictoire, puisque nous déménageons. Nous ne savons pas encore où, mais nous déménageons, ça c'est sûr. Cette maison, nous la quittons, c'est l'hôtel de la Porte qui nous abrite depuis quelques années. C'est un hôtel particulier classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et qui, contrairement à ce qu'ont dit certains de mes bâtonniers dans les années précédentes, n'a jamais été une maison de police ou a pris une prison, mais tout bêtement l'hôtel particulier du plus gros poissonnier des Halles au XVIIe siècle, ce qui montre que d'autres professions que journalistes ou avocats s'enrichissent beaucoup plus facilement. Donc, ce soir, je vous accueille ici aussi au milieu d'un musée un tout petit peu désorganisé, mais pour une bonne cause, c'est celle de l'exposition que nous consacrons à l'affaire Dreyfus, à Zola et évidemment à Dreyfus et à Zola, pardon, aux deux affaires, à l'affaire dans l'affaire. En partenariat avec le film de Roman Polanski, ils nous ont prêté le storyboard des 2-3 documents qui nous semblaient intéressants. Et puis nous avons surtout, vous aurez le loisir après, à la fin de cette audition, pendant que certains feront la queue pour acheter et faire signer les livres de nos invités, j'espère bien, vous aurez la possibilité de regarder un peu nos magnifiques vitrines avec les lettres de Zola. Il y en a plus d'une centaine dans ce musée, avec la dernière lettre du capitaine Dreyfus adressée à ses juges en révision, pour remercier de la façon dont la réquisition avait été formulée enfin après ces années de travers. Il y a ici beaucoup de documents inédits et puis des documents iconographiques, des caricatures, des horreurs qui permettent de rappeler qu'il n'y a pas que l'invention de Twitter qui nous vaut l'antisémitisme, etc., mais que c'est un vieux fond qu'il nous faut en permanence combattre. La haine des autres et la haine de l'humanité en général. Ça te stupéfie, il y en a 50, c'est des poussières, c'est d'une violence insensée, ça s'appelait le musée des horreurs. Il y a Fernand Laborie qui, après l'attentat de la cour d'appel de Rennes, où il s'est fait tirer dessus par 2 balles, ça s'appelle élégamment trou de balle. Ça c'est Zola, avec des jeux de mots antisémites sur caboche d'âne, etc. Et il y a tous les personnages, et puis nous avons heureusement les mêmes personnages photographiés par Nadar, dans un album photographique inédit, qu'on a un peu défait pour l'occasion, qui se trouve dans nos vitrines. Je reviens dans mon sujet. Mon sujet ce soir, ce sont mes deux invités pour cette audition contradictoire. Donc, Anne-Sophie Martin, à l'occasion de la sortie de l'affaire Seznec, Le Grand Secret, au Seuil, et puis Dominique Simoneau, à l'occasion de la sortie de l'apparition de Coup de barre, Justice et injustice en France, au Seuil. Et je pense que la pièce de théâtre est encore à l'affiche. Elle est partie à Grasse. Alors, attends, elle est en tournée. Elle est en grâce. Elle est en grâce, enfin. Elle a été enfin graciée, donc cette pièce tirée du livre et de ses chroniques, qui était au théâtre du Rond-Point pendant une grande partie du mois de janvier. Ouais, tout le mois. Voilà, c'est fini. Et donc visible dans tous les bons théâtres de France. Ouais, on verra. On verra. Très bien. Un mot sur l'une et l'autre, quand même, pour rappeler qui fait quoi. Les deux sont journalistes. Je vais me permettre de vous ramener d'abord à cette identité. L'une et l'autre sont auteurs de livres. Anne-Sophie Martin est plus journaliste audiovisuel, je pense est devenue journaliste audiovisuelle, mais elle est l'auteur de livres, de plusieurs livres. Il y a notamment, alors il y avait dans les grands faits d'armes, notamment ce livre sur l'affaire Dupont de Ligonnès, qui a été quand même ta première grande obsession. Avoué. Oui, c'est ça. Avoué. Donc, tu nous diras où on en est, parce que s'il faut croire les télévisions, il faut surtout pas croire les télévisions. Il faut essayer de suivre les journalistes qui suivent l'affaire. Et puis, il y avait eu également des livres sur les crimes de femmes. Ça, c'était sérieux. Et puis un certain nombre de films, de télévision. Puis tu es toujours secrétaire général de l'association confraternelle de la préjudiciaire. Peut-être que sans cesse réélu. Ah, hélas, quel bonheur. Peut-être que... Non, peut-être c'est les dernières semaines de ce bureau actuel.
Oui, mais tu es candidate à ta réélection, comme tous les bons maires. Ah, moi, je vote pour toi. S'il le faut. Très bien. Alors, une électrice, Voilà. donc Dominique Simoneau, journaliste au Canard enchaîné, où elle tient une chronique hebdomadaire forcément, mais qui porte sur les comparutions immédiates, en tout cas la justice quasiment du quotidien. C'est mon obsession, moi. C'est son obsession à elle, mais ce sont des saines obsessions, l'une et l'autre, tout va bien, et qui faisait le même exercice auparavant à Libération, avant de muter, Oui, d'un journal à un autre, qui est l'auteur aussi de plusieurs livres, également importants. Très important. Mais oui. Non. Il y en a un qui dit tout, qui est Justice en France, une loterie nationale, Oui. qui est toujours très bien. Il y a des choses sur l'immigration, il y a une enfance zigane, il y a des choses sur des sujets qui révèlent, et puis sur la grève des mineurs. En 48. Donc en 48, la grande grève des mineurs, pardon, en 48, oui. Pour préciser, qui révèle quand même un peu d'où on parle, et puis un peu la couleur générale de ce travail, que je trouve que je cautionne entièrement, mais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Voilà. Donc ce sont deux journalistes qui se sont penchés l'une et l'autre, l'une sur une affaire historique extrêmement célèbre. Qu'on a beaucoup comparé à Dreyfus, d'ailleurs. Je vais t'en demander de nous en parler, et puis et pour Dominique Simoneau, sur ce qui continue de se produire chaque semaine, chaque jour. Tous les jours à peu près dans les bons tribunaux. dans tous les tribunaux, dans tous les bons tribunaux, comme on dit dans toutes les bonnes librairies. L'affaire Seznec, on en a beaucoup parlé et comparé à Dreyfus. Oui, parce que en fait, c'est devenu au fil du... l'affaire Dreyfus, elle est réglée assez rapidement, comme tu l'as rappelé. 16 ans, quand même. Oui, mais bon, Seznec, ça fait un siècle que ça dure, donc c'est toujours pas terminé. Donc, du coup, en termes de durée sur le XXe siècle, ça devient l'affaire, l'erreur judiciaire nationale. Ça représente ça, en tout cas, dans les histoires et dans la conscience collective, je pense, en France et en Bretagne surtout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un fait divers breton dont on ne sait exactement pourquoi il est devenu une cause nationale, mais c'est le cas très vite pris en relais par les médias d'ailleurs, ce qui n'était pas courant à l'époque. Et qui rebondit après la guerre. Est-ce que tu peux repitcher l'affaire? Parce que tout le monde a à peu près 2-3 ingrédients, mais je pense que c'est toujours bien de redonner les ingrédients. Il n'y a pas quelqu'un qui veut résumer? Non, mais très, très laconiquement, en 3-4 phrases. Oui, bon, alors ces deux hommes, le directeur d'une scierie, un maître de scierie de Morlaix et un conseiller général du Finistère qui partent en Cadillac vers Paris pour la vendre, ce qui serait le début d'un commerce ou trafic, ça dépend de quel côté on se place, de Cadillac. Et l'un revient tout seul à Morlaix et l'autre disparaît définitivement. On n'a jamais retrouvé Kemner, il n'a jamais donné de signe, on n'a jamais retrouvé son corps. Des fouilles ont été effectuées dans plein d'endroits, plutôt du côté de l'Eure vers Dourdan. Et Dreux et Dourdan. Et en fait, tout cela a été vain. Et il y a quelques années, en 2015, l'ancien avocat en fait, de la famille, donc le petit-fils, c'est enfin un combat, Denis Seznec, que tout le monde connaît, a vu, etc., relance, fait des demandes de révision. La dernière étant épaulée par la garde des Sceaux morlaisienne, Maryse de Branchu. Et la chambre criminelle réunie en cours de révision va mettre fin à cette demande en 2006. Et donc là, on pense que l'affaire est terminée, et en fait, elle ne le sera pas, puisque le petit-fils de Léonard Seznec continue son combat d'un côté, crie à la justice folle, quelque part, et puis un certain nombre d'internautes, d'historiens, d'avocats, etc., chacun va apporter sa pierre à la continuation, finalement, de ce qui est une énigme, puisqu'on ne sait toujours pas ce qui est arrivé, même si Guillaume Seznec a été condamné un an après la disparition en 1923, il est condamné en novembre 1924 à Quimper par les assises au bagne à perpétuité. Il part au bagne, il fait 20 ans de bagne, il reviendra, et sans jamais ajouter quoi que ce soit à l'affaire, en termes de certitude, en tout cas, ou aveu, a posteriori, et cette affaire est devenue une affaire d'État, une histoire de machination policière ou de trafic où auraient été impliquées des huiles du gouvernement de l'époque, etc., sans que jamais cela ne soit démontré. Et c'est ces pistes-là auxquelles
la Cour de révision met fin. Et en 2015, l'un des avocats historiques de la famille Seznec publie un livre qui s'appelle « Pour en finir avec l'affaire Seznec » et qui a donc échoué, puisqu'elle continue. Et en disant finalement, j'ai reçu dans mon cabinet le frère de Denis Seznec en 1978 et qui m'a dit la vérité de l'affaire, toute la famille la connaissait, il s'agissait d'un secret de famille et le crime, entre guillemets, ou l'accident a eu lieu dans la maison familiale de Morlaix, mais c'est un témoignage et c'est le fils des Seznec qui à l'époque avait 12 ans, qui aurait été témoin de la scène de crime et non pas du crime. En tout cas, il jouait dans le jardin, il entend sa mère crier, il monte sur le rebord de la fenêtre et il voit le corps de Kemner dans la salle à manger. Et ensuite, le père rentre dans l'après-midi du voyage à Paris avec Kemner, et à partir de là, tout le monde est effondré, ils ont tout perdu, et donc il va falloir maquiller les choses et ne pas dire que Kemner est mort là. Et de fait, dans cette enquête initiale, très peu est fait à Morlaix, très peu de gens sont interrogés. L'enquête s'est éloignée de Morlaix, a été menée vraiment à l'endroit où on pense que Kemner a disparu, c'est-à-dire dans l'Eure. Ce qui va évidemment nourrir toutes les folles pistes qui se sont succédées, il y en a des dizaines. Mais en tout cas, Denis Langlois, cet avocat, lui, étaye cette hypothèse, et c'est pour cela que des fouilles ont été organisées, dont vous avez entendu parler en 2018 à Morlaix, puisque l'idée c'était de trouver un élément matériel aidant à établir que Kemner était bien mort là. Un os est trouvé, une légiste se trompe et parle d'un os de fémur. 3 jours après, les paléontologues inversent la tendance et disent que les légistes ne connaissent rien en os humain et donc il s'agit d'un os de bovin. Et effectivement, il s'agissait d'un os de bovin. Donc on n'a pas trouvé cette preuve. C'est ce qui m'énerve. Ça n'invalide pas le... Ce qui n'invalide pas du tout le témoignage. Et donc, en fait, moi, dans mon livre, j'ai repris un certain nombre d'éléments qui me semblent étayer cette hypothèse-là, qui est, pour les spécialistes qui ne sont pas militants, je veux dire, de cette cause, de cette histoire, qui est la plus plausible. Voilà. Très bien. Une connaissance de l'affaire, un avis sur... Grâce à elle, enfin, de tout ce que j'ai lu, d'abord, il faut que je vous dise qu'elle a creusé elle-même. C'est très modeste. Elle a creusé le dossier, elle n'a pas creusé pour... Non, elle a creusé la terre, elle a trouvé... elle était là, en train de creuser, quand ils ont trouvé l'os de mouton ou de je ne sais pas qui. Et elle est même revenue la semaine d'après. Et elle est, voilà, recreusée à main nue. Et peut-être que c'est pas loin, d'ailleurs. Alors, ce que je... Oh là, ça c'est des révélations. Oui. Donc elle a creusé. Il est très rigolo, il est très distrait. Je me suis impliquée. Franchement, oui, elle s'est impliquée. Bon, moi je conteste totalement l'histoire de l'affaire Dreyfus, le rapport avec l'affaire Dreyfus. Mais alors totalement, parce qu'il n'y a pas du tout les mêmes ressorts. Le ressort c'est le mystère, mais c'est pas le complot d'une institution qui était l'armée contre un citoyen parce qu'il était juif. Entre guillemets, oui. Mais moi, c'est pas moi qui le dis, Dominique. C'est-à-dire que Denis de Seznec, il dit West France, le directeur de West France m'a fait une lettre pour me dire qu'on s'est trompé 2 fois. Un, parce qu'on était contre anti-Dreyfus, et 2, parce qu'on pensait que Seznec était coupable. Bon, d'accord. Mais c'est pas la même lecture politique, c'est de dire quelque chose. C'est le retentissement. Mais le livre, il est vraiment... moi, je vous le conseille parce qu'il est vraiment... il est écrit comme elle parle, c'est-à-dire... c'est vraiment distrayant, c'est chouette. Si, c'est bien. Mais c'est bien. Il faut toujours rappeler peut-être le nombre de révisions, qui ont abouti dans l'histoire de France. Voilà, pour ramener en proportion et à la possibilité d'y arriver. Oui. C'est le plus grand nombre de demandes de révision, 14. Oui, mais à ce jour. 14 demandes de révision, combien de cas de révision admis par la justice française, c'est-à-dire d'erreurs, pour faire simple, ou de relecture nécessaire? Une dizaine, je crois. Moins d'une dizaine, oui. Ouais. Oui, je pense à peu près. Je dirais, pour ne pas me tromper, entre 10 et 15 depuis... Donc l'infinitésimale. Mais beaucoup de... la plupart, en tout cas, refusées, n'aboutissent pas. En fait, celles qui aboutissent, c'est celles où on a la solution. Voilà, on l'apporte. Par exemple, dans l'affaire Marc Machin, on sait que c'est pas lui. Voilà.
Il y a un élément. Sinon, pour rouvrir, je pense par exemple à l'affaire Micetieno, qui est des autres affaires où il y a eu énormément d'émotions et d'attentes pour la révision, ou qui n'a jamais abouti parce qu'on ne sait pas qui. Voilà. Donc c'est ce qui les juges doutent quand on leur amène la solution. Donc, mais là, pour CESDEC, on apporte une lecture. On apporte des éléments, oui, mais... Qu'est-ce qui fait qu'une journaliste va piocher, va creuser elle-même pour trouver les os? Eh bien, moi, ce qui m'a Parce que c'est un peu loin, pardon, de la démarche d'investigation. Oui, mais il n'y a pas d'image qui existe où on voit... Il y a un témoignage. Il y a un témoignage de un aveu là-dedans. Il y a un aveu dans le livre, mais on aimerait avoir de la glaise sous les chaussures et voir un peu... Depuis février 2018, je suis passée... La police scientifique trouve tout, cher ami. Oui, c'est vrai. Bon. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se lance à piocher avec des gens plus ou moins bien inspirés moi, ce qui m'a fait plonger là-dedans, c'est un titre du Télégramme de Brest qui disait cette piste que la justice ne veut pas suivre. Alors, quand on a un mauvais esprit, on se dit, tiens, pourquoi donc? Est-ce que cette piste est fantaisiste, comme il y en a eu beaucoup d'autres? Et depuis, d'ailleurs, il y en a une autre assez sérieusement suivie, puisque le parquet de Chartres a rouvert une information là-dessus. Mais disons que, voilà, on en est là. Moi, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et là, j'ai commencé à passer quelques coups de fil, enfin, comme on fait toujours, quoi, pour sentir un peu le sérieux, en fait, de cette nouvelle piste, et je me disais, ça serait fou. D'abord, ce qui me surprenait, c'est de voir une affaire qui déclenche autant d'intérêt, autant de passion et autant de contestation et de curiosité un siècle après. Ça, j'étais totalement médusée par ça au début. Parce que je me suis aperçue que les internautes, les historiens, chacun amenait sa petite pierre, parfois complètement contradictoire avec les autres, mais que c'était toujours, c'est un peu mon premier chapitre, elle bouge encore. C'est-à-dire, comment se fait-il que ça intéresse encore autant les gens? Et par exemple, je sais qu'en Bretagne, je ne sais pas s'il y a des Bretons ici, mais c'est... Vas-y. Alors, dans ta famille, voilà, je suis sûre qu'à un moment... on a parlé de la FSDEC. Voilà, c'est sûr, voilà. Et c'est toujours aussi vivace, quoi. C'est-à-dire que c'est l'affaire préférée des Bretons, voilà. On a fait une exposition, on avait eu un partenariat avec le musée de Morlaix. Donc, quand on a commencé à dire qu'ici, on s'intéressait à l'histoire de la justice, c'était parti. Ouais. On a oublié les tableaux qu'on exposait, on a parlé que de l'affaire CESDEC pendant 3 jours. Donc, voilà. Donc, ça a pris effectivement un vrai ressort. Et Marie-Lise Le Brochu était partie. Et aujourd'hui, le député des Côtes-d'Armor écrit à la ministre en disant il faut recommencer, il faut faire un procès, etc. aussi. C'est-à-dire que les élus s'entendent bien que c'est l'affaire des conversations du dimanche au moins. Et puis on voit bien de toute façon à chaque fois que quelque chose se passe, c'est très couvert par la presse bretonne. Mais qu'est-ce qui permettrait de convaincre la révision? Parce que là, visiblement, le témoignage ou les témoignages aujourd'hui de gens décédés... Voilà. Voilà. Peut-être. Madame Simoneau. La vérité est en marche. C'est une pièce. Peut-être pas suffisante, mais... je sais pas moi, un écrit qui serait resté, une cassette, Le corps. Le corps, évidemment. Oui, le corps. Bon. Mais déjà à Morlaix, ça avait quand même commencé par des fouilles privées, c'est-à-dire que la justice ne voulait pas dans un premier temps. Tout est incroyable. Bon, tu as de quoi passer tes vacances à piocher encore pour y arriver. Donc, mais n'empêche qu'il y a des Bretons qui se sont mobilisés, ont amené un tractopelle, etc. pour chercher, donc je pense qu'on pourra recommencer. On pourrait y aller ensemble, hein, tous ensemble. Très bien. Alors, Dominique Simoneau, pardon. Oui, si on sort un peu de l'affaire CESDEC et qu'on parle du dysfonctionnement de la justice, de ces tâtonnements. Je suis assez fière de dire que dans le cas des comparutions immédiates, on a abouti une fois à une révision. Fait partie des 10. Avec le, avec le livre, avec des chroniques, pardon. Oui, non, non, pas grâce à mes chroniques du tout, mais parce que... D'ailleurs, je l'ai dédié à cet homme, Vamara Kamagaté, qui a été condamné en 2009 en comparution immédiate pour une agression sexuelle qu'il n'avait absolument pas commise, mais il était africain, sans papier, SDF, donc tout pour plaire. Et donc, une jeune femme, sans doute un peu déséquilibrée, est rentrée chez elle, dit « J'ai été victime d'une horrible agression ». Il m'a menacé de me couper les seins, de me couper tout. Dans mon pays, on fait comme ça, bon, je sais pas quoi, et tout. Et son copain qui était flic l'emmène immédiatement au commissariat. Sur photo, elle reconnaît, tac, celui-là, et ben c'est lui, et pas de chance.
ça lui est tombé dessus. Il répète c'est pas moi, c'est pas moi. Mais c'est vrai que même déjà en 2009, enfin les juges ont parfois une attitude étrange face aux affaires sexuelles. Oui, la parole de la plaignante, du plaignant, est toujours parole d'évangile au départ. Et là, il y avait zéro preuve. Il y avait le mec répondait, disait c'est pas moi. Et les questions des juges, c'est toujours monsieur, quel intérêt il aurait à vous accuser? Moi, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, il y en avait certainement un. Et d'ailleurs, on l'a appris après. Même son avocate l'a pas cru. C'est pas moi, rasseyez-vous, monsieur. 18 mois ferme. Il répétait c'est pas moi, c'est pas moi. Et cette jeune femme qui l'avait accusé a eu beaucoup de courage, je trouve, parce qu'elle est allée se dénoncer à son avocate. Elle a dit voilà, j'ai menti. Quand j'étais jeune, plus jeune, j'ai subi une agression. Mes parents s'en sont moqués complètement. Ils ne m'ont pas reconnue comme victime et je voulais être reconnue comme victime, puisque la société impose maintenant aussi qu'on soit reconnu comme victime pour exister, en quelque sorte. Donc elle a accusé ce pauvre type et moi, c'est une histoire qui m'a beaucoup tenue à cœur parce que je l'ai soutenu, Vamaraka m'a gâté quand j'ai appris cette histoire. Puis il m'a téléphoné plein de fois quand il est sorti de prison et il est mort peu après parce qu'en prison, il a fait un AVC et il lui en était resté un petit bégaiement. Puis 6 mois après être sorti de prison, boum, il est mort. Voilà. Voilà ce que c'est que les comparutions immédiates. Tout, j'ai rien à ajouter. Alors, toutes les comparutions immédiates ne se terminent pas comme ça. Okay. Mais elles se terminent, disons, très souvent par la prison. C'est une issue fatale et presque définitive de la comparution immédiate. Disons que c'est la plus grosse pourvoyeuse de cellules. Elles sont en hausse constante. Et la procédure est tellement rapide qu'il n'y a pas le temps matériel, ni pour l'avocat d'examiner bien le dossier, ni pour le magistrat d'examiner bien le dossier, ni pour les prévenus ou leur famille ou leurs proches, d'apporter les éléments de personnalité ou qui montreraient des éléments plus positifs que ceux qui sont au dossier. C'est pour ça que c'est une procédure que je déteste. Et d'ailleurs, je vois là un magistrat qui la déteste également. Et on voit dans le livre qu'il y a également il y a également des malades mentaux qui passent, il y a énormément de malades mentaux qui sont envoyés en prison. Alors, parce que on a fermé tellement de lits en psychiatrie que désormais les malades mentaux, ce n'est plus une circonstance exonératoire. Au contraire, c'est une circonstance aggravante parce qu'ils inquiètent. Ils inquiètent tout le monde, donc c'est au trou, monsieur, vous serez soigné en prison, bien sûr. Va te faire soigner en prison, tu vas voir. Et alors, pour des fous, être en prison, ça doit être une horreur. Je ne parle pas des co-détenus d'un type qui entend des voix ou qui, je ne sais pas, qui vous a lu, je ne sais pas quoi, ni des surveillants qui ne sont pas formés tellement à soigner. À gérer la psychiatrie ou la maladie mentale. Et d'autant que vous serez soigné en prison, il est extrêmement aléatoire, puisque les prisons sont surpeuplées, que les gens qui sont condamnés en comparution immédiate arrivent dans les maisons d'arrêt qui sont surpeuplées à 140, 200%, donc il y a une longue file d'attente pour voir le psychiatre. Une chose nouvelle dans les chroniques, c'est les gilets jaunes. Oui. Il n'y avait pas, évidemment, forcément, dans les épisodes qu'on lit chaque semaine, qu'on lisait chaque semaine jusqu'il y a 1 an et 2 mois et 3 mois. Je trouvais que c'était bien de montrer qui étaient ces gilets jaunes, non pas les militants purs et durs, mais des gens qui viennent manifester, parce que tous ceux que j'ai vus défiler dans le box, ils ont 1 000 € ou moins pour vivre par mois. Oui. Et ça me tenait à cœur de montrer que c'était... Voilà pourquoi ils manifestaient un désir de vivre mieux et qu'ils n'en pouvaient plus. Et alors, chaque fois qu'ils passaient devant le tribunal, combien de fois je l'ai entendu? Vous avez compris, monsieur? Ouais, j'irai plus manifester. Voilà, conclusion. Et c'était peut-être un peu le but de les faire passer en comparution immédiate, surtout que les mecs et les nanas que j'ai vus, ils avaient passé déjà 2-3 jours en garde à vue.
dans des conditions épouvantables. Ils avaient, autour de Paris, tous les commissariats de la région parisienne étaient réquisitionnés pour eux. Et ça n'a pas l'air d'être très marrant. Là même, c'est marrant pour personne, la comparution immédiate, par Non. définition. Je veux dire, la garde à vue, parce que les gardes à vue de masse, c'est en plus jamais, c'est encore pire que d'habitude, quoi. Voilà. Non, qu'est-ce qu'il faut changer dans ce système? Moi, je trouve qu'il faut les supprimer, mais je ne crois pas que ça arrivera, puisqu'elles servent en fait à gérer des flux de délinquance. Donc, elles augmentent, ça dépend des époques, et en ce moment, elles augmentent. Ce qui n'est pas très étonnant, parce qu'il y a des discours tels sur la sécurité, où tellement on fiche la trouille aux gens, et comme l'opinion publique tient lieu de politique pénale, si je peux dire ce raccourci, ben, allons-y. Et je trouve ça assez lamentable. Alors, elles ne seront jamais supprimées, elles datent de 1863, une époque où déjà des magistrats s'affolaient en disant mais c'est pas bon du tout, ça va être des dossiers bâclés, une erreur judiciaire c'est aussi mal juger un coupable, vous allez voir, ils avaient prévenu de ce qui allait arriver, mais il est arrivé. Oui, mal juger un coupable. Mal juger un coupable, c'est aussi une erreur, oui, exactement. Du coller trop. Moi j'ai vu arriver des affaires, mais vraiment bâclées, où les magistrats se disant bah, il n'y a pas vraiment de preuves, mais quand même ça doit être lui. Par exemple, un type qui était soupçonné, prévenu d'avoir tabassé une femme qui avait témoigné contre lui. Mais c'est pas qu'il l'a tabassé, il lui a laté la gueule à coups de pied, défoncé la tête. Bon, résultat, il avait un gros casier, c'était une espèce de trafiquant de stupes surnommé Biscotte. Et il disait, c'est pas moi, elle l'avait reconnu. Personne n'avait plus réentendu cette fille, il n'y avait pas eu d'enquête à la suite. Et elle a dit qu'elle n'osait pas venir témoigner, donc elle a envoyé une lettre pour dire que là, elle demandait 300 €, c'est dire comme elle avait été bien conseillée pour le prix de tout ça, plus des bouts de verre qui avaient été rentrés dans... Le mec prend 8 mois ferme. Alors moi, je veux bien, mais c'est ou trop ou pas assez, compte tenu de l'échelle des peines, de ce qu'on voit d'habitude. Elle avait eu 20 jours d'arrêt de travail. Je pense pas que... Voilà, tout est à l'avenant, sauf quand on tombe sur des magistrats plus posés qui font attention. Mais alors à ce moment-là, il faut prendre plus de temps, ça se termine très tard. À Paris, la norme, c'est quand même 18 dossiers à écluser dans l'après-midi. Il faut y aller. Hein. Je t'ai entendu il n'y a pas longtemps sur France Culture, un matin, ou je ne sais plus, à samedi matin, parler de... Quel horrible réveil. Oui. Ah, oui, ouais. oui, non, raconter les... Parce que tu bouges et tu restes pas qu'en Ile-de-France, tu revenais du Nord ou je ne sais plus où, en disant que c'était terminé à je ne sais plus quelle heure du matin. C'est Boulogne-sur-Mer, 3 voilà, heures du matin. C'est les Boulogne, voilà. Dans des conditions où on ne peut pas, même avec beaucoup de bonne volonté, arriver à une décision... humaine ou rationnelle, enfin je crois pas. C'était un réseau de petits passeurs de migrants. L'avocat, il avait été top parce qu'il avait dit, mais vous allez les condamner, mais vous avez... Parce que la procureure, la pauvre, elle butait sur les mots, puis elle dit, oui, vous les avez fait voyager dans des coffres de voitures, c'est indigne. Alors l'avocat, il s'est levé, il a dit, bah, c'est pas plus indigne que les conditions dans lesquelles vous faites vivre les réfugiés dans la boue et les rats, ni avec les coups de pied des flics le matin à l'aube dans les tentes, à Calais et à Paris d'ailleurs. Et il a dit, c'est quand même drôle de voir le parquet se faire le défenseur des migrants. Et il a dit, on n'a jamais vu un réfugié remercier les policiers quand on arrête leurs passeurs et eux avec. Ah mais merci de m'avoir délivré du voyage dont je rêvais. Jamais. C'est pour ça que j'avais trouvé ça bien, 3 heures du matin. D'ailleurs, il est arrivé une anecdote. On sort à 3 heures du matin, il y avait une fille défigurée avec un cocard comme ça et le nez comme ça, très belle d'ailleurs, sur le parvis du tribunal. Et elle pleurait, j'étais avec un autre journaliste, je dis mais qu'est-ce qui vous arrive? Elle dit, bah, je me suis fait défoncer la gueule il y a 8 jours et là mon mec il est chez moi, il est en train de tout péter. On avise 2 flics qui sortaient du tribunal, c'était les gardes du tribunal, mais faites quelque chose. Monsieur, il dit non, nous on n'y peut rien. Heureusement que la procureure est arrivée, on lui a sauté dessus, on lui a dit madame, faites quelque chose. Et elle a appelé, mais pour dire que même aujourd'hui, avec tout ce qu'on
tout le battage justifié d'ailleurs qui est fait autour des violences faites aux femmes, eh ben, les 2 flics ils se sont tirés comme des voleurs. Tu vas parfois où tu te trompes, tu ne rentres pas dans la cour d'assises et tu vas à ce qui était la 23e. J'y suis allée, oui, à la 3e. On y est tous allés. Bah, c'est toujours frappant, hein, c'est le nombre de dossiers, la rapidité. Effectivement, il y a pas mal de prévenus qui ne comprennent pas ce qui se passe. Les avocats n'y comprennent rien non plus. Parce qu'ils Je confirme. Non, mais c'est vrai, quoi. Ça, c'est très troublant. C'est ce qu'elle dit, c'est-à-dire comment bien juger quand, en gros, l'audience ne sert à rien. On a l'impression surtout que... Tout n'est qu'un alibi. Ouais. C'est comme un semblant de justice pour moi. Il y a bien 3 magistrats, il y a bien un procureur, il y a bien un avocat et il y a bien un prévenu. Sauf que c'est pas du tout la justice. Ça sert à dire que c'est là. Il y a le président ou la présidente qui connaît le dossier, les autres assesseurs... Bon, je passe. Parfois, c'est pas ça. Et voilà, tout se déroule à toute blinde. Moi, je me souviens de la rapidité avec laquelle il fallait demander à la famille de rapporter des papiers pour avoir les garanties de représentation, les fameux documents montrant que des gens avaient un toit, avaient éventuellement une occupation, et il fallait le faire dans des conditions ahurissantes de temps, de délai, avec des familles qui, pour souvent, moi je me souviens d'avoir défendu des sans-papiers, et des familles étaient sans-papiers, donc demander aux gens de venir au palais de justice, vous retrouver en passant l'équivalent de ce qu'est Vigipirate aujourd'hui, pour apporter des documents, comment vous dire, quand vous êtes vous-même sans papier, c'était compliqué. Et puis c'était à la fois tragicomique, parce qu'il y avait, quand j'étais très jeune avocat, un de mes prédécesseurs, la première fois que je suis passé comme ça, pour défendre à la va-vite un Bangladeshi, parce que je parlais bengali, donc j'avais tiré au sort, entre guillemets, ceux avec qui je pouvais aller plus vite, pour me dispenser l'interprète. Et mon prédécesseur, juste avant, un confrère qui avait été comme moi, c'était sa première audience, pour un vol d'autoradio, ça n'existe plus, mais ça existait, avait dit, Monsieur le Président, comme seule défense, il a dit, il a vu la radio, il a vu la fenêtre ouverte, il a fait ce que vous auriez fait, ce que j'aurais fait, il l'a pris. Et il a pris le maximum. Donc ça m'intéressait, ça m'avait beaucoup frappé comme, en me disant, il faut revoir totalement la défense et le système. Ça, c'est sûr que là... Voilà. Oui, parce qu'il y a ça aussi, il y a aussi cette justice du plus pauvre et du plus démuni, et de ceux qui sont envoyés. Voilà. Ça tombe parce que, étant donné qu'il n'y a que 3,8% de femmes en prison, on vient d'augmenter de 0,1%, ce qui prouve qu'on se rapproche petit à petit de l'égalité. C'est une question que je pose toujours aux hommes. C'est gênant pour vous quand même. Qui fout la merde? Je le demande. Et donc ça tombe immanquablement sur des hommes de milieux défavorisés. Moi je dis souvent, si c'était nos gosses, ça changerait vite la procédure, je pense. Jugé par des femmes. Jugé par des femmes en plus, oui, c'est sûr. Mais pas toujours très sympa avec les femmes non plus. Ça t'arrive d'aller dans d'autres salles d'audience maintenant, ou tu restes focalisé, parce que tu dis c'est ma hantise ou c'est mon cauchemar, mais c'est celui où tu vas, ton obsession, pardon, mais c'est celle où tu vas. Oui, je vais parfois dans d'autres quand même. Est-ce que ça permet pas de relativiser, mais de se dire peut-être que ça dysfonctionne un peu ailleurs aussi, ou pas du tout? Non, mais je vais aussi ailleurs. Ça... Bien sûr que ça dysfonctionne ailleurs. Mais là, disons que c'est un condensé des dysfonctionnements. Voilà. Ça condense. Ça... potentialise, je ne sais pas comment dire, c'est éclatant. Une caricature. Oui, un peu, quand même. La justice. Donc il faut tout mettre à plat, arrêter les comparaisons minutes, mais si tant est qu'on doive les garder pour des tas de raisons politiques, logiques, les restreindre au maximum, pour les cas vraiment où on se dit qu'il peut... Parce que ça répondait à cette idée formidable de rapprocher le délit du crime, c'est le traitement en temps réel. Puis ça s'est mis à être une machine à Paris, ça s'appelle P12, et on entre dans une grande salle où tous les procs ont un casque comme les standardistes, et ils répondent au téléphone au flic qui dit voilà j'ai machin, j'ai le truc, qu'est-ce que j'en fais, déféré, pas ci, pas ça, convocation ultérieure, enfin c'est une énorme machine. Donc si je puis me permettre, je ne veux pas intervenir. Donc, les flags nagent depuis toujours dans un empirisme total qui retentit sur le sort de X, Y et Z. Bah oui, parce que c'est de la débrouille. C'est là où le bas blesse. Il y a le nombre aussi,
juger 18 dossiers dans l'après-midi, humainement, je vois pas comment c'est possible. Lucidité Oui. des Les magistrats. autres, oui. Comment ils font? Audience pléthorique. Pourquoi ils ne se lèvent pas en disant ça suffit? Pourquoi? Il y a 1000 questions. Donc, avec un magistrat qui les déteste aussi et une autre magistrate, on va organiser une révolte contre les comparutions immédiates. N'est-ce pas, Alain? Il me prend pour une dingue. Ah! Parfait. Mes amis, vous avez le droit d'intervenir à ce stade, parce que notre confrère Benazra s'est lancé, donc voilà. J'ai anticipé. Très bien. Alors, oui, je vous en prie. Non, ce que je voudrais dire, parce que Dominique, en plus, tu ne n'arrêtes pas de désigner du choix. Très bien. Oui, je suis magistrat retraité, je n'ai pas siégé aux comparutions immédiates. Je suis aux assises et dans d'autres juridictions à Paris et Molière, et à Douai en particulier, avec une audience avec laquelle tu étais d'ailleurs. Oui. Non, mais ce que je trouve très important de dire, au-delà de la dénonciation de la procédure, qui est parfaitement fondée, c'est que Dominique a un vrai talent par rapport à ce qui était fait au départ sur la chronique des flagrants délits. Au départ, la procédure portait... Enfin, la procédure... on peut écrire plusieurs types de papiers, on peut porter plusieurs regards sur cette procédure. Donc il y a le regard sur la procédure, mais ce que je trouve très fort chez Dominique, c'est que ce qu'elle restitue d'abord, c'est les gens qui sont jugés. Et bon, c'est une justice de pauvres pour les pauvres, mais c'est des pauvres qu'elle rend complètement humains, dont on n'imagine pas qu'ils existent, sinon, quand ils comparaissent devant ces... Alors ça ne justifie pas la procédure de comparaison immédiate, mais je veux dire, il y a un vrai talent d'écriture. Donc, je suis désolé, Dominique. Oui. Non, mais... Non, on en est convaincu. Moi, j'en suis convaincu. Je la lis et je l'ai lu avec plaisir. Je l'ai relu avec plaisir en livre. Je pense que ce n'est pas ma déformation professionnelle qui fait que quand je lis les comptes je m'y sens, Ils sont extrêmement vivants, on est d'accord. Oui, c'est tout sauf un compte-rendu. Pour moi, c'est tout sauf de la chronique judiciaire, comme on peut la lire ailleurs, qui peut être captivante, mais qui n'est pas du tout sur les mêmes ressorts. Oui, Il n'y a pas une intrigue, il n'y a pas un suspense, on est sur l'humanité. C'est face entre des mondes, des personnalités assez différentes, des langages différents. Ça pousse au théâtre. Des conceptions de la vie, etc. C'est aussi parce que je pense que le travail que Christian Aignon avait fait avant et que Dominique a poursuivi, ce travail de focalisation sur cette procédure a quand même contribué en interne au niveau judiciaire, d'une part à ce que les présidents recrutent des présidents un petit peu plus humains, qu'on s'organise un tout petit peu, que peut-être le barreau. Ah bah ça. Un tout petit peu aussi. Et donc, ce qu'on voit est toujours aussi critiquable, mais quand même, par rapport à ce que... Enfin, tu mets en boîte ou tu cognes sur des pratiques judiciaires, des réflexions de président ou d'avocat général qui sont quelquefois profondément choquantes. Et je trouve qu'il y en a plutôt moins, et que c'est plutôt le système qui est mis en question, oui. Avec la question des délais, avec la question de... Quand tu dis que tu donnes le pourcentage de gens qui sortent de la comparution immédiate pour aller en prison, je crois qu'il ne faut pas se payer de mots, c'est pour ça. Ah ben c'est fait pour ça. Bon, c'est sa sortie naturelle. Dans la pièce... la sortie naturelle, c'est ça. Mais parce que c'est une gestion de oui. l'ordre public. Exactement. De flux de la délinque. Voilà. À la gestion de l'ordre public. D'où les gilets jaunes aussi. Bien sûr. Anne-Sophie, dans la pièce. Oui, je veux dire, dans la pièce, même si on a des points de vue différents ou des personnages différents, pour raconter un tout petit moment d'audience, ça se termine tout le temps par le coup de marteau et la peine prononcée, qui est systématiquement de la détention. Et tu n'es pas repéré comme un bon critique du Michelin et avec des magistrats qui d'un seul coup se comportent différemment? Non, parce que je varie mes endroits. Voilà, c'est la surprise. Parce qu'à un moment, quand même, ils doivent bien se dire que chaque semaine, il y a quelqu'un qui s'appelle Dominique Simoneau qui écrit sur ce système et sur ce qui se passe. Mais non. Il s'en fiche un peu quand même, je crois. Il s'en fiche. Enfin, je sais pas. Parlez plus fort. Bien sûr, dans la 10e chambre, on s'est évoqué la mémoire de la présidente, qui était très différente. Moi, je sais que je suis filmée dans la 10e chambre et que je m'étais posé la question de savoir si c'était dans l'intérêt de mon client, uniquement dans l'intérêt de mon client, s'il avait plus de chances ou moins de chances de sortir ou pareil, en étant filmé ou en l'étant pas. Comme je la connaissais déjà comme parquetière pour les dossiers de l'église Saint-Bernard, je savais qu'elle tenait beaucoup à sa réputation.
Et j'ai jamais vu nulle part qu'on fasse venir à la barre un papa marocain parlant pas bien français. C'est marrant ce que tu dis parce que... Terminez l'histoire, terminez l'histoire, oui. Voilà. Pour héberger son fils, et quand il parlait pas bien, donc en fait c'était un jeune homme qui avait été pris la main prétendument avec un couteau à la main, enfin pour des coups et blessures volontaires dans un parc. C'était un garçon très déstabilisé. Il y avait à l'audience, donc j'étais avocat choisi, il y avait à l'audience son papa qui était un vieil immigré marocain et sa sœur qui était l'archétype de l'intégration républicaine, bac plus 3 ou 4. Et donc, pour les garanties de représentation, la présidente dit, alors je dis que le père, comme d'habitude on dit le père est dans la salle, et on le montre vaguement. Et à ma grande stupeur, la présidente dit, ah mais monsieur, approchez-vous. Alors le papa était très très embêté de devoir s'approcher parce qu'il savait, lui, son problème de maîtrise de la langue. Quand il parlait pas bien français, il dit, mais mademoiselle, mais venez, traduisez pour votre papa. Toute chose, bon, j'avais pas énormément d'années de bar, mais quand même une bonne dizaine, que je n'avais rigoureusement jamais vu. Et ça, c'était pour le film. Et de fait, du coup, il était 2 h du matin. Parce que la gestion du stock faisait que plus on prenait du temps, parce que c'est aussi à ça. C'est aussi la réalité de ce qu'on attend du magistrat. Mais je me souviens que le fait qu'il y ait 2 pardons m'avait permis de sortir mon gars là où je savais que vu ce qui était en cause, vu son parcours, vu qu'il n'avait pas de titre de séjour, ça n'en avait même plus parlé, il y avait ça aussi, il était en séjour irrégulier. C'était passé à la trappe, il avait un papa très formidable, il avait une sœur remarquable, il y avait la télé, et on est revenu 2 mois après. C'est parce que vous avez magnifiquement plaidé, Console. Mais elle a raison. J'avais interviewé De Pardon, et justement parce qu'il a, pour Libé, et je lui avais dit, mais dites-moi, vous savez bien que la caméra change tout, parce que je la connais aussi, la présidente. J'ai dit, vous voyez bien que ça change tout. Les magistrats ne sont pas comme... ça n'a rien à voir. Et les 2 magistrats... Et il avait dit le contraire. La présidente... Non, il avait dit que c'était vrai. Michel Bernard Requin, qui est décédé, et la procureure, qui est à la retraite depuis l'an dernier, ont beaucoup regretté de nombreux passages du film. J'en ai souvent discuté avec elles 2, parce que ça avait modifié complètement la justice qu'elles auraient rendue autrement. Pour en avoir discuté souvent avec elles 2. Que la demande de pardon. Ah bah oui, avec un crayon. Elle regrettait le film. Non, mais on est d'accord. C'est formidable d'avoir eu... Enfin, je veux dire, bien sûr que ça change d'avoir la présence de la presse, peut-être encore plus du film, mais encore heureux que les magistrats, pour nous, enfin pas seulement pour nous, mais je veux dire, pour le citoyen, qu'ils sentent que ça leur fait du bien aussi, qu'on ne pas être dans un espace fermé, un espace sanguin qui a un regard autre. Enfin, je sais pas, bien sûr. Même si c'est pas tout à fait... Mais justement, alors c'est un argument, un contre-argument pour le filmage des procès, par exemple. Parce que c'est souvent opposé en disant ça modifiera par les tenants du non-filmage et du maintien de la loi. Et en même temps, effectivement, s'il y avait un accès beaucoup plus ouvert, ça modifierait peut-être moins le comportement des magistrats. Oui, mais pour en faire quoi ? Filmer pour faire quoi ? Parce que... Parce que c'est public. Mais je trouve ça... Oui, mais c'est public pour 40 personnes, 100 personnes de la salle. Mais pas pour des millions de téléspectateurs qui vont voir leurs voisins. Moi, personnellement, je trouve ça atroce. Ils vont voir leurs voisins projetés sur le grand écran, enfin sur le petit écran. Dans le box. Toi, tu es pour filmer, mais filmer tout, filmer cadré. Non, on peut filmer et pas passer en direct. Oui. Comme Court TV aux États-Unis. Oui, mais tu commences là-dedans, ça devient Court TV aux États-Unis. Et dans la loi actuelle, on n'a pas le droit d'avoir des caméras mobiles pour justement ne pas filmer les sourires, les mains qui vont se gratter les mains, etc. Il faut que c'est dans la loi. Quand on a l'autorisation, il faut que les caméras soient fixes. On va commencer par là. Enfin, c'était dans l'air du, de rouvrir une commission équivalent Linden il y a 15 ans. Bon, sur l'affaire Seznec, en tout cas, ça aurait été bien qu'il y ait des caméras, on aurait vu à quel point ce procès était raté et expéditif. Il y en aura pour les os humains. Et donc, est-ce qu'il y a un dernier... Tu disais que, pardon, je termine sur ça, qu'il y avait une information judiciaire ou quelque chose qui avait été rouvert à charge. On va avoir le bout ou pas le bout? Mais il est déjà fini le bout, puisque c'était un témoignage fantaisiste, comme la plupart des pistes, contrairement à celui que je soutiens. Donc il ne reste plus que la fouille à main nue dans le jardin. Non, il reste la dernière hypothèse la plus plausible. C'est-à-dire celle comme, enfin, que les faits sont effectivement passés à Morlaix.
Et non pas partout où on va chercher. Là, c'était le témoignage d'une dame âgée qui a vu des documentaires et qui s'est dit « Ah oui, ça s'est passé dans le cimetière, c'était mon père qui était fossoyeur à l'époque, et c'est sûr, ils ont jeté le corps de Kemner. » Et puis en fait, quand le procureur et les gendarmes sont allés vérifier, il est arrivé 20 ans après, comme fossoyeur, donc c'était pas possible. Qu'est-ce qui marchera? Un nouveau livre dessus, un grand coup de projecteur, plutôt que de rapporter une pièce ou quelque chose? Non, des éléments. On peut pas. On attend toujours le témoin, quelqu'un qui sait, qui finira par parler. Là déjà, on a une nouvelle lecture qui intervient tellement tard, mais qui a l'air tellement vraie. C'est déjà pour moi on ne pourra plus trouver plus. Je ne pense pas qu'on pourra aller au bout de Donc c'est le contraire des affaires de Dominique Simoneau. C'est-à-dire on a passé beaucoup de temps, on est toujours dans l'erreur, mais on y a passé un temps et un luxe, si je puis me permettre. Oui, mais pas forcément dans la bonne direction. En fait, on a perdu énormément de temps. Voilà. Maintenant, il faudrait concentrer une task force pour en terminer. Pas impossible. On va y aller. Tout le monde va y aller. On peut dire... Partons juste après Oui, cette des petites choses, Emmanuel. Sur la révision, on a bien connu, Alain et moi, le magistrat qui a préparé la révision, qui a d'ailleurs publié sur ses travaux, qui est décédé maintenant. Et pour en avoir très souvent discuté avec lui dans la voiture, parce qu'il a travaillé avec moi pendant des années sur la mission patrimoine. Lequel? De qui on parle? De qui parle-t-on? De quel magistrat? Du magistrat honoraire de la Cour de cassation qui a beaucoup bossé sur la révision. Elle demande lequel parce qu'elle les voudrais connaît des tous. noms. Jean Fabin. Donc, alors lui était persuadé qu'on ne pourrait jamais réviser Seznec, et d'ailleurs ça a abouti à la non-révision de Seznec, mais en revanche, il était tout à fait favorable à la révision pour Dils, et on a révisé Dils. Donc c'est dire que les magistrats qui le font, quand même, le font avec sérieux, et puis Seznec qui avait... Oui, mais enfin, non sans mal, quand même, pour dire ça. Oui, non sans mal. On ne peut pas dire que ça soit passé comme une lettre à la poste. Voilà, première observation. La deuxième, sur la notion d'affaire Dreyfus. C'est vrai que quand on a un dossier emblématique, qui est le dossier emblématique de l'erreur judiciaire, c'est facile de dire, bah oui, ça c'est l'affaire Dreyfus des pauvres, on a un autre dossier, c'est Jules Durand. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, il est condamné à mort, c'est en 1907, Alain, je crois. Il n'était pas magistrat en 1907. On a été ensemble sur ce type de thématique. Donc c'est un ouvrier, du Havre qui se fait condamner à mort à temps, enfin, contre-maître. Et donc, ou un ouvrier, je ne sais plus, et donc il est défendu par René Coty, et puis finalement, la condamnation sera annulée, mais quand il le sera, il est devenu fou. Et c'est devenu, et tout le monde, et la compagnie s'appelle la CGT, et évidemment, les défenseurs actuels qui ont le portrait de Durand dans leur bureau, c'est la CGT, syndicat ouvrier au Havre. Et si vous voulez, pour eux, c'est l'affaire Dreyfus de la classe ouvrière. Voilà, quand on parle de l'affaire Jules Durand, c'est l'affaire Dreyfus de la classe ouvrière. Vous avez fait un livre à ce sujet? Oui, j'ai un peu écrit. Peu importe. Et puis en fait, je reviens sur les comparutions immédiates. Il y a une autre procédure beaucoup plus simple, plus rapide et qui se passe pas tous les jours mais toutes les semaines, c'est le plaidé coupable. Tous les jours. Oui, tous les jours. Moi, j'en plaide des dizaines, j'en ai plaidé quelques dizaines à Versailles. Alors, c'est une affaire où il y a beaucoup moins... D'abord, il n'y a pas l'audience, c'est quasiment à huis clos. D'autre part, j'ai vu des présidents qui ne suivaient pas l'avis du procureur. Donc, comme quoi on peut plaider. J'ai vu des magistrats du parquet qui acceptaient de revenir sur leurs propositions. Donc, il y a quand même peut-être plus de souplesse. Ceci étant, c'est vrai qu'on est dans une nasse, il y a le chiffre, il y en a 15, 18 à chaque audience, et puis que... Alors si les procureurs... Et puis il y a l'idée sur lequel, quand même, on admet qu'on est coupable à un moment ou à un autre, voilà, mais pour échapper, pour avoir moins, c'est quand même... Alors il y a ça, de la justice. J'allais conclure là-dessus, dans ton sens, Emmanuel, il y a ce petit défaut, le corollaire, quoi, si on veut. Oui, alors est-ce... Un gros défaut de principe. Entre les deux types de procédures. L'audience, une collégialité ou éventuellement un juge unique, ou bien on s'arrange avec le procureur et puis on s'en tire et on est sûr que de toute façon on n'aura pas plus que la moitié de la peine en cours. On est toujours partagé, on est toujours entre les grands principes parce que nous sommes auxiliaires de justice et donc on aimerait que la machine soit parfaite et on tend vers un idéal qui n'existe pas et en même temps on pense à l'intérêt du client en essayant de lui faire avaler le fait qu'il s'en tirera mieux même s'il reconnaît sa culpabilité. Donc c'est absurde. Moi, je ne veux pas être partagé en permanence choisir entre les grands principes et puis l'intérêt, on va dire, pragmatique, paraît-il, du justiciable. Et je ne pense pas que quand on accepte d'être reconnu coupable alors qu'on est innocent, qu'on n'a rien à faire, on soit très très bien ensuite
parfaitement bien à l'aise avec soi-même. Et voilà. Je pense que ça fait partie des choses importantes sur lesquelles il ne faut pas nécessairement céder. Donc, alors, c'est compliqué, hein, on est bien d'accord. Alors, mais pour dire qu'en gros, la machine, même quand elle se modernise, arrive à des choses qui peuvent être un peu aberrantes. Alors, c'est quoi la vraie vérité? Là, vous êtes dedans maintenant. On veut connaître. Elle vient de nous le dire. Qu'est-ce qui s'est passé quand même? Vous m'avez pas écouté. Si, oui. Mais... non, on voit bien qu'il a été magistrat pendant longtemps et n'écoute pas. C'est ça, voilà. On veut le contexte. Il revient toujours à son idée. Le contexte. Non, on n'a pas tout. Il a déjà un préjugé. Je pense que vous êtes plus sur plusieurs pistes quand même. Ah non? Non. Ah non, je suis pas sur plusieurs. Monopiste. Ah oui. Bon. Pour en savoir plus, il faudra lire son livre. Tu verras qu'elle est elle est très méticuleuse et elle travaille beaucoup. Et elle ne travaille pas uniquement en creusant et en binant, en bêchant à l'intérieur de... Voilà. Sans parti pris. Sans parti pris du tout. Je trouve admirable que tu fasses de l'archéologie préventive en amatrice, mais voilà. C'est une scène géniale. Voilà. Mais je trouve intéressant de lire tes livres et de ne pas être obligé d'être avec toi en short dans la boue pour s'éprouver. Même si c'est sans doute un fantasme. Ça, j'ai rien. Très bien. Mes amis, je vous propose, s'il n'y a plus de prise de parole, de remercier infiniment nos deux invités. Ah bah oui, c'est nous qui vous remercions. Oui. Mais c'est nous. Et de considérer que vous pouvez leur faire signer leur livre et prolonger la discussion avec elles, mais surtout prolonger ce soir en lisant donc Coup de barre, Justice et injustice en France de Dominique Simoneau, et l'affaire Seznec, Le grand secret, la justice du quotidien, la justice des pauvres, la justice de classe. Et puis là, les grands mystères du crime. La justice qui se plante. La justice qui se plante, voilà. Vraiment, elle a le sens de la formule. Je voudrais remercier nos partenaires qui sont les Notes de Paris qui nous filment et qui permettront à cette vérité sur l'affaire Seznec et sur les comparaisons immédiates d'avoir une plus grande publicité. Remercier aussi la librairie indépendante avec laquelle nous travaillons, la Petite Égypte. J'insiste toujours sur le mot indépendante. Oui. Les sociétés des amis du musée, mes confrères, mes consoeurs présents, en particulier nos membres du Conseil de l'Ordre qui ont pris du temps pour venir et qui arrivent et voilà, ils sont bienveillants à l'égard de ce musée. Et puis, 2-3 annonces. Pour mes confrères et mes consoeurs, justement, il y a une feuille de formation continue, donc c'est jamais désagréable de pouvoir bavarder et de parler de films et de grands procès et de principes et d'avoir 2 heures de formation. Donc je vous invite à signer la feuille. Il y a évidemment... C'est comme en prison. Oui, c'est comme en prison. Très bien. Ça marche de la même façon. C'est une remise de peine. C'est une remise de peine. Mais ici, ça va. La peine est moins lourde, malgré tout, je crois, qu'en prison, d'être avocat. On s'en sort mieux quand même. Non, surtout qu'aujourd'hui, ils étaient en grève. Donc ils se rattrapent un peu en prenant 2 heures de formation. Donc, voilà, en marche. Ils étaient en marche. Bon, très bien. Enfin, je dois vous annoncer que c'était la dernière audition, donc comme vous l'avez compris, du Musée du Barreau de Paris dans ses murs, mais que nous nous retrouvons au mois d'avril à la Maison du Barreau dans l'amphithéâtre Monerville, qui me semble un homme dans la mémoire peut être honoré ou honorable. Voilà, et où nous nous retrouvons avec un programme qui est déjà en train d'être calé avec beaucoup d'invités. Et puis, comme c'est la dernière fois, je vous invite donc vraiment à regarder notre exposition sur l'affaire Dreyfus, qui pour le coup est une erreur judiciaire parfaitement reconnue aujourd'hui, heureusement, à peu près intégrée comme idée. C'est au-delà de l'erreur judiciaire, hein, finalement. C'est au-delà de l'erreur judiciaire, bien sûr. C'est un complot judiciaire. Oui, c'est ça. C'est un complot. Et puis enfin, pour ceux qui ne sont jamais venus ici, parce que c'est notre dernière, vous montrez jusqu'au premier étage de l'escalier classé, qui a battu à cet endroit d'être sauvegardé avant que nous décidions de le vendre. Voilà, parce que ça vous permettra de comprendre ce que c'est que la perspective, le nombre d'or et 2-3 choses qui ne sont pas intéressantes. Voilà. Qui sont très intéressantes, pardon. Tout le musée du Barreau est vendu. Non mais on regarde les collections, consoeurs. On va déménager, on ne jette pas les papiers, il n'y a pas de braderie. Je ne donne pas de documents de lettres de Zola. Ah, vous partez avec les livres de nos invités si vous les achetez et c'est tout. Voilà. Merci à tous et à très bientôt. Merci.